bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne, qui sont certainement plus nombreuses que les personnes dans la salle dès ce matin, pour la première conférence de la journée, dernier jour de SITL. Les personnes sont peut-être pas encore toutes arrivées sur les stands et on n'est pas annoncé au programme papier, donc ça justifie que personne ne soit encore au courant. En tout cas, ceux qui regardent, approchez-vous. On va parler d'un sujet qui va vous faire sortir un peu des cartons. On va parler un peu plus d'immatériel, c'est-à-dire de logiciels, de data, sur les risques et les opportunités pour vos entreprises posées par la conformité et le risque réputationnel. En fait, on va parler essentiellement de lutte contre le crime aujourd'hui et des moyens pour vos sociétés de s'en protéger et d'en saisir également des opportunités, se mettre en conformité, mettre en place des processus de gestion de données adaptés. Ça permet aussi de déclencher des opportunités business et on va traiter de ce sujet aujourd'hui. Donc je suis enchanté d'être ici parmi vous. On est ici vraiment dans l'esprit de SITL qui est à la fois, de par son organisateur RX France, ici pour véhiculer un outil, donc ce plateau sur lequel vous êtes pendant 3 jours pour développer des relations d'affaires, donc développer votre business, développer des relations individuelles entre toutes les personnes présentes et également apporter de la connaissance. Et nous, on est là sur ce 3e volet, le volet connaissance. Donc c'est un honneur d'être invité dans cette communauté qui est là depuis 40 ans. C'est votre 40e anniversaire cette année de SITL. Et pour LexisNexis Risk Solutions, que je représente aujourd'hui, c'est notre première fois avec vous et j'espère qu'il y en aura d'autres avec encore plus de monde. Alors, pour ma part, je me présente brièvement, je m'appelle Franck Lanher. Je travaille depuis une dizaine d'années maintenant dans la lutte contre le financement criminel au sein de LexisNexis Risk Solutions. Nous sommes une entreprise qui a de nombreuses années d'existence, plus de 200 ans si on regroupe toutes les sociétés qu'on a intégrées, et surtout un développement très très fort ces 20 dernières années, époque évidemment du développement de la data et du logiciel au service de la lutte contre le crime, qui est notre principal enjeu. Et plus largement, en fait, on existe pour permettre une transparence et une inclusion financière dans le monde. Alors vous me dites, vous pourriez penser, je vois le monsieur qui s'interroge, effectivement, transparence et inclusion financière, quel est le lien avec la logistique? Eh bien, en fait, transparence et inclusion financière demandent de protéger les sociétés, les entreprises, les citoyens du crime. Et le crime, le meilleur moyen de s'en protéger, c'est le traçage, c'est d'agir sur les flux financiers. Et en fait, vous savez très bien, vous, dans vos secteurs, que ce n'est pas suffisant et qu'il y a également les flux de marchandises qui ont un rôle à jouer, notamment dans le blanchiment. C'est fréquemment utilisé. Et il y a également des obligations qui s'appliquent à tous, qui concernent les flux de marchandises et les contreparties avec lesquelles vous faites des affaires. Il y a des contreparties qu'il est interdit d'approcher, avec lesquelles il est interdit de faire des affaires. L'intervention de la Russie en Ukraine, je pense, a déclenché chez chacun d'entre vous des alertes sur les acteurs avec lesquels vous avez le droit de faire des affaires ou de ne pas faire des affaires. Et ben c'est ça dont on va parler aujourd'hui. C'est notre cœur de métier chez LexisNexis Risk Solutions, et j'en parlerai un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on va couvrir assez large. Quand on parle conformité et risque réputationnel liés à la criminalité financière, on couvre différents domaines. Le premier, c'est les programmes de sanctions. Et ça doit parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça s'applique à toutes vos entreprises. Ça s'applique à toutes les entreprises du monde. Et c'est un domaine assez complexe, puisque on va en parler un peu plus tard, mais juste pour donner un sentiment, un ressenti sur la complexité, c'est quelque chose qui dépend des juridictions. Donc des juridictions dans lesquelles vos sociétés sont enregistrées, dans lesquelles vos sociétés font des affaires. Et il y a aussi une dimension extraterritoriale imposée par certains États. Soyons clairs, par les États-Unis. Ce sont les premiers à utiliser les notions d'extraterritorialité,
qui permet de poursuivre des sociétés qui ne sont même pas basées aux États-Unis, mais qui ne respectent pas les réglementations sur les sanctions américaines. Donc, quand on parle programme de sanctions, vraiment, ça doit éveiller, mettre en alerte toutes les sociétés du monde. Les embargos sont du même ordre et concernent tout le monde. Les contrôles à l'export sont applicables à tous. La lutte contre la corruption, alors là, d'un point de vue réglementaire, c'est quelque chose qui dépend de la taille de la société, enfin qui dépend déjà du lieu où vous êtes enregistré et de la taille de la société. Mais encore une fois, il y a une notion d'extraterritorialité, par exemple pour le droit américain. Donc même si vous n'êtes pas présent aux États-Unis et que vous pensez que vous n'avez rien à faire avec les États-Unis, en fait, si vous utilisez le dollar dans vos affaires, si vous utilisez quoi que ce soit qui est américain, un email, des choses extrêmement basiques, eh bien vous relevez de ce droit américain, de sa notion d'extraterritorialité, et donc vous pouvez être poursuivi pour des actions qui seraient jugées comme enfreignant les programmes de lutte contre la corruption américains. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui doit également éveiller tout le monde. Le devoir de vigilance, c'est une notion plus récente qui est à l'origine, à ma connaissance, rentrée dans la loi en France en premier, en Allemagne en deuxième, et qui devient européen dans les années qui viennent. La loi est en préparation et qui va concerner plus des sociétés d'une certaine taille. Il y a des limites de taille à partir desquelles ces législations s'appliquent. L'ESG, environnement, social, gouvernance, thème très important maintenant pour l'industrie, sur lequel des réglementations se mettent en place. Et enfin, les dernières réglementations, quand on parle de conformité dans ce domaine du crime, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et ça, c'est un volet réglementaire qui est, qui est existant depuis longtemps et qui ne s'applique pas aux acteurs de la logistique en tant que tels, qui s'applique aux institutions financières et aux sociétés assujetties à ces réglementations, qui sont des sociétés ayant un lien en général avec des financements importants et avec des risques de blanchiment d'argent. Donc je développerai très peu cette partie-là. Je vais développer surtout les parties qui concernent vraiment le secteur logistique et marchandises internationales. On va couvrir à la fois les risques et les opportunités pour vos sociétés, le cadre réglementaire qu'il faut connaître, les défis et les bonnes pratiques pour respecter ce cadre réglementaire et se mettre au niveau. Et enfin, je vous présenterai vraiment très brièvement notre société qui agit dans ce domaine et qui pourra vous accompagner si vous avez des questions. En guise d'introduction, je voulais simplement rappeler que la gestion du risque, c'est quelque chose qui est totalement inhérent au secteur logistique et du transport de marchandises international, au commerce international. Vous le connaissez évidemment d'un point de vue opérationnel dans toutes vos activités, mais il y a également des risques plus immatériels, plus naturels. Et comme on va parler de conformité, on a trouvé bon de rappeler que parfois des risques qui sont au-delà de votre entreprise peuvent vraiment mettre à l'arrêt une entreprise, mais même toute une industrie. Donc là, c'est juste un rappel de quelques événements qu'il ne faudrait pas oublier. C'est que quand on a eu une éruption d'un volcan en Islande il y a quelques années, toute l'Europe était à l'arrêt, le trafic aérien européen était totalement à l'arrêt. Donc vous pouvez imaginer qu'en termes de logistique, ça a eu des impacts. Pendant la période de Covid-19, eh bien, la fermeture d'usines en Chine, elle n'a pas eu un impact sur quelques mois de fermeture, elle a un impact sur plusieurs années pour remettre en place toutes les mailles de la logistique. Plus récemment, le navire qui s'est mis en travers dans le canal de Suez, c'est juste un navire qui s'est mis en travers. Et les répercussions elles se sont faites pendant plusieurs semaines, avec un impact majeur sur tout le commerce international. Comme vous le savez, le commerce international, les marchandises, c'est à 90% du maritime.
90% des marchandises dans le monde transitent par le maritime. Donc oui, vous êtes sensible clairement aux notions de risque dans le secteur. Et donc les risques dont on va parler aujourd'hui, ce sont les suivants. C'est la conformité en termes de programmes de sanctions, de restrictions à l'export, de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de devoir de vigilance, la loi Pacte, j'en ai pas parlé en introduction, mais la loi Pacte, c'est justement la notion de prise en compte par une entreprise de ses enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est la loi Pacte qui a introduit ce changement dans la loi et qui également donne naissance à la notion de raison d'être de l'entreprise, la possibilité de définir une raison d'être, et également la notion d'entreprise à mission. Donc à partir du moment où une entreprise s'engage vis-à-vis d'enjeux ESG, eh bien, elle va être également responsable de ses engagements et de les respecter. Vous avez également tout un ensemble de réglementations qui se mettent en place autour de l'ESG. Donc DPEF, acronyme, je pourrais faire un blind test, mais il faudrait que j'ai un peu plus de participants. DPEF, déclaration de performance extra-financière, c'est la loi française donc, de 2017, il me semble, qui donc impose de faire non plus tous les ans une déclaration financière, mais également de rajouter un volet sur les aspects environnementaux et sociaux. Donc il y a beaucoup d'obligations de reporting. Au niveau européen, ça s'appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Ça se met en place maintenant. Ça doit être dans les rapports de toutes les sociétés européennes à partir, je crois, de janvier 2024. Il me semble que c'est ça le début. Voilà. Donc et il y en a d'autres, des réglementations ESG qui existent, qui sont en cours de préparation. On est sur quelque chose de vivant qui ne va pas s'arrêter. Donc si initialement, toutes ces réglementations étaient là pour lutter contre le financement criminel, bloquer le crime par ces financements, on a maintenant également toute une notion d'un ensemble d'infractions, d'un ensemble de risques pour l'environnement, pour la société, qui sont rentrés dans les lois. Et on va voir un peu plus tard qu'en fait, la problématique à adresser, on peut y répondre par des outils homogènes, similaires. Il y a beaucoup de synergie entre tous les moyens que vous pouvez mettre en place. Et nous, typiquement, on adresse tout ça avec les mêmes plateformes qu'on enrichit avec des fonctionnalités et des données supplémentaires. Alors pourquoi il faut se mettre en conformité ça paraît une évidence, mais il faut quand même toujours se rappeler quelques chiffres. Être condamné, c'est pas très sympa pour une entreprise, c'est pas très sympa pour un dirigeant, et les pénalités financières, elles sont importantes. Elles existent et elles sont importantes. En Europe et en France, on ne les voit pas encore trop souvent, mais quand une entreprise est sanctionnée par les États-Unis, on le sait, on le lit en général dans la presse, ce n'est pas des petits montants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres et ça n'arrive pas qu'au monde financier. Historiquement, on constatait que c'était les banques qui étaient le plus souvent condamnées pour ce type de raisons. En fait, si on regarde les chiffres depuis 2014, si on prend l'OFAC, qui est l'organisme de sanctions américain, eh bien 75% des condamnations concernent des entreprises. Elles ne concernent pas des institutions financières. Donc ça, c'est la réalité. Et c'est des entreprises, notamment, qui sont impliquées dans le commerce international. Plus on est connecté internationalement, plus on est à risque, puisque, comme on l'a vu, il y a de nombreuses juridictions et que l'argent, justement, circule, les marchandises circulent pour permettre le blanchiment. En termes de corruption, même chose, dans le secteur logistique, personne n'est épargné. Si on regarde en fait ce sujet de la corruption, tous les ans, on a environ 30 condamnations rien que par le FCPA américain, l'organisme dont je parlais. Et les sociétés françaises, clairement, n'ont pas été épargnées. Et ce ne sont pas des petites sommes sur ces sujets. Donc il faut être extrêmement vigilant, notamment, comme je le disais en introduction, de par cette notion d'extraterritorialité.
du droit américain. Je mets en lumière juste les réglementations beaucoup plus récentes en termes ESG sur le devoir de vigilance. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement récent, c'est de 2017. On a été les premiers en France à mettre en place ce type de loi. Qu'est-ce que dit le devoir de vigilance en fait? Il dit que les entreprises ont une obligation d'analyser dans toute leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne logistique, les risques que cela peut représenter en termes de droits humains et d'impact environnemental. Et donc ça demande, il y a un certain nombre d'indicateurs à vérifier, sur lesquels il faut faire un reporting et sur lesquels on vous demande de respecter des standards, d'être dans l'acceptabilité, d'être dans une notion non seulement bien évidemment légale, mais également de prendre des décisions qui vont dans le sens d'un respect environnement et sociétal. Là-dessus, on n'a pas eu de condamnation, mais je voulais quand même le présenter parce que donc c'est une loi récente et qui peut en fait vous reprocher à une entreprise quelque chose? Eh bien, tout le monde a le droit de le faire et en général, ce sont les ONG qui vont le faire. Et on a déjà beaucoup de sociétés qui se sont retrouvées qui se trouvent donc en procès, à devoir se justifier quant à leurs actions. La plus célèbre, on le lit dans la presse régulièrement, c'est Total Energy pour ses activités, notamment en Afrique, sur le projet EACOP en Ouganda et Tanzanie. Mais il y a également de nombreux autres acteurs. Et ça, personne n'en est protégé. Et ça, l'impact sur le devoir de vigilance, c'est vraiment réputationnel. C'est qu'à partir du moment où il y a même juste une ONG qui vous reproche et qui vous attaque sur un sujet, eh bien, c'est des affaires qui vont durer longtemps, qui sont dans la presse, qui sont relayées. Et c'est vraiment pas bon pour la réputation. Donc ça demande vraiment de la vigilance, justement, devoir de vigilance de votre entreprise très en amont. J'espère que ça a allumé quelques lumières chez les personnes en ligne. Et également, je vois des sourires. Très bien. Sur le plan extra-financier, donc oui, il y a des pénalités, oui, il y a des condamnations, mais ça ne s'arrête pas là en fait. Pourquoi il faut vraiment se mettre en conformité, être vigilant sur tous ces sujets? C'est qu'il y a de nombreux impacts. J'en cite quelques-uns ici. Les sanctions déjà. Quand une entreprise ne respecte pas les programmes de sanctions, elle peut se retrouver elle-même et son dirigeant sur les listes de sanctions américaines. Et ça, c'est pas anodin. Donc ça veut dire un gel des avoirs, ça veut dire impossibilité de flux financiers. Et puis, enfin, voilà, vous êtes nommé sur une liste de sanctions américaines. Donc ça arrive. La prison, évidemment, sur ces sujets, notamment des sanctions, il n'y a absolument pas de pardon. En fait, on est sur quelque chose, les programmes de sanctions, où il y a une obligation de résultat. Donc ce n'est pas parce que j'ai mis tous les moyens qui me paraissaient bons que c'est justifiable. Non, seul le résultat compte sur ces sujets. Et oui, il y a plusieurs affaires où des individus sont emprisonnés pour avoir enfreint les sanctions. Donc s'il y a une responsabilité vraiment pénale sur ces sujets. La remédiation et la supervision, quand on rentre dans l'œil du cyclone, on se retrouve, là je parle de sanctions sur ce sujet, on se retrouve dans un long processus, très coûteux, avec des frais d'avocat, avec des auditeurs placés chez vous, et ça peut durer de nombreuses années. Une grande banque française est rentrée dans ce type de processus en 2014 et ça a duré jusqu'à 2022. Donc c'est 8 ans de frais, 8 ans de coûts et d'impact opérationnel vraiment majeurs. Perte de licence, et ça c'est important pour les acteurs de la logistique, c'est que quand on enfreint des sanctions, quand on ne respecte pas les restrictions à l'export, il y a très rapidement ce risque de perte de licence d'import ou d'export. En plus, souvent, c'est sur des business très risqués et c'est les plus rentables pour l'entreprise. Donc là, ça touche vraiment très fort au porte-monnaie.
Sur le plan financier, d'un point de vue plus général, il faut savoir qu'être sanctionné, devenir une entreprise qui enfreint les programmes de sanctions, ça nous rend très vulnérables en termes de financement externe. Il devient très difficile de trouver un financement dans une banque. Donc l'accès à des fonds se trouve très très difficile. L'accès au crédit, très difficile. L'accès à une police d'assurance, très difficile. Et enfin, souvent, il y a même des pénalités dans vos relations d'affaires. Il y a plein de petites clauses dans les contrats commerciaux qui font que vous pouvez vous retrouver déjà avec une interruption de contrat commercial et même avec des pénalités à régler. Et enfin, last but not least, on en parlait en introduction, la réputation. Être condamné, être même juste listé comme étant en procès quant au devoir de vigilance. Là, je quitte les sanctions pour le devoir de vigilance. Bah oui, ça nous amène dans la presse. Alors ça peut durer un certain temps, mais il faut savoir que s'il y a une condamnation, là on va y rester pour toujours en fait. Et ça, c'est dans des bases de données qui sont utilisées aujourd'hui par toutes les banques, toutes les institutions financières et maintenant par les entreprises quand elles recherchent justement sur leur contrepartie à évaluer le risque de faire des affaires avec ces contreparties. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les negative news très souvent ou il y a d'autres termes en français, adverse média également, ça reste des termes anglais, mais les informations négatives. Donc voilà, tout ça, ça donne pas vraiment envie. Et en plus de ça, c'est pas seulement un risque. Voilà. C'est ça qu'on voulait passer comme message aussi, c'est que c'est aussi des opportunités en fait. Toutes ces réglementations de conformité, toutes ces attentes de la société en termes de ESG, c'est des opportunités. Et nous, quand on interroge autour de nous, nos clients, toute notre communauté, on interroge et on le fait par secteur, les banques, les entreprises, les sociétés financières non bancaires, sur quelles sont les opportunités qu'ils voient dans tous les investissements qu'ils font de mise en conformité. Sur le plan des entreprises, ce qui ressort, c'est assez différent des banques. Pour les banques, il faut savoir que les pénalités sont tellement élevées, ça se compte en milliards, hein, que ça remonte très très haut. Enfin, je veux dire, c'est un très fort moteur. Pour les entreprises, ce qui ressort en premier, c'est avantage concurrentiel, confiance de mes clients et facilité de financement, d'accès au financement et aux liquidités. Donc c'est vraiment ces éléments qui font bouger les entreprises. Ce n'est pas tout ce dont je viens de parler d'avant qui normalement suffit à faire bouger les choses, mais en fait, non, les entreprises, elles voient en premier lieu qu'il y a un avantage concurrentiel et je peux gagner plus de confiance de mes clients si je suis vraiment totalement conforme et même si je vais plus loin. Quand on parle d'ESG, en fait, on nous amène quand même à aller même plus loin que juste être conforme. Eh bien ça, c'est vraiment perçu comme apportant de la valeur aujourd'hui. Donc je le partage avec vous. Ça peut également vous inspirer. Pour cette présentation, j'ai voulu être même un peu plus précis et parler plus business sur en quoi il peut même y avoir des opportunités à justement bien connaître ces réglementations en vigueur, bien se mettre au niveau. Les opportunités, en fait, c'est que déjà pour qu'une entreprise existe, si on regarde même ce que dit l'AMF, Autorité des marchés financiers, c'est qu'il n'y a pas de création de valeur sans prise de risque. Donc le risque, il est inhérent au business. Et maîtriser son risque, bien le maîtriser, ça permet de mieux maîtriser sa création et sa protection de valeur. Et donc, quand vous allez avoir des moyens de gestion du risque qui sont au niveau, ça va vous permettre de jouer sur ce qu'on appelle votre appétence au risque. Donc là, vous allez être capable d'aller dans des zones qui vous paraissaient très risquées avant et qui maintenant vous paraissent maîtrisables. Donc ça, c'est d'une façon générale le changement qui va se mettre en place. Et j'en citerai un deuxième qui est un peu l'inverse, mais à la fin. Pour être plus précis, en termes de commerce international, eh bien, il y a des sanctions sectorielles, il y a des sanctions régionales, il y a des embargos, des réglementations d'ordre géographique qui souvent font peur aux entreprises et donc elles fuient totalement un pays, elles fuient totalement une région, elles fuient totalement un secteur. Mais en fait, si vous maîtrisez d'un point de vue plus fin ces réglementations,
vous allez pouvoir quand même faire des affaires. En fait, ces réglementations, souvent, elles ne couvrent pas 100%. Vous l'avez vu d'ailleurs contre la Russie, les sanctions, elles se sont faites par plusieurs volets, hein. Il y a eu, je ne crois pas me tromper, on doit être au 5e ou... Non, non, on n'est pas loin de 10 rounds de sanctions et ça peut encore continuer. Il y a de nombreux... voilà, c'est un domaine vraiment très fin. Donc à partir de là, si vous le maîtrisez, il y a quand même des possibilités. Les pays ne sont pas totalement bloqués. Je peux citer notamment d'ailleurs sur cet aspect régional que pendant le Covid, on pouvait par exemple livrer en Iran tous les équipements, les masques, je sais plus comment on appelle ça, les PPE, je crois, et tous des équipements médicaux. Il y avait une liste d'équipements médicaux qui était tout à fait autorisés à envoyer en Iran. Voilà, je parlais de sanctions sectorielles, sanctions régionales, mais également ça s'applique aux pays, à des secteurs. Vous savez qu'il y a des pays, il y a le Corruption Perception Index. Il y a des sociétés qui prennent qui font leur choix quelque part d'affaires basées sur le CPI des pays. Super. C'est pas suffisant en fait. Si on a une bonne gestion de ces risques, on est capable également d'aller dans ces pays. Il faut savoir que c'est des pays où non seulement il y a des affaires à faire, mais il y a aussi des gens qui y vivent. Juste d'un point de vue social, on ne doit pas arrêter d'accompagner des populations sur la base de ce simple critère. Donc voilà, c'est un exemple de sujet qui peut être adressé par une meilleure gestion de ces risques. Enfin, les produits prohibés, les produits autorisés. Donc tout ce qui est restriction à l'export, c'est ici d'ailleurs qu'il est cité les EPI, mais il y a de nombreuses restrictions, oui. Mais en tout cas, n'interrompez pas vos relations avec un État ou simplement une contrepartie, simplement parce qu'il y a un produit, un type de produit qui est interdit. Donc voilà, encore une fois, si vous avez les bons moyens, vous pouvez shipper les bons produits. Les biens double usage, donc ça, si ça parle à certains d'entre vous, c'est des biens qui ont une utilité à la fois civile et militaire. J'y reviens un peu plus tard d'un point de vue technique. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire une version peut-être un peu plus abrégée, et puis on verra s'il y a des questions. Vous comprendrez pourquoi je vais procéder de la sorte. Les biens double usage, donc biens à usage civil ou militaire. Ça peut être des matières premières, ça peut être des équipements transformés, des GPS, mais voilà, qui ont ce double usage. Eux, ils ont une réglementation particulière. Et donc, évidemment, si vous êtes capable de bien les détecter, vous pouvez vendre ce type de matière. Il faut savoir que c'est des matières à bien plus grosse marge que les autres. Et ce n'est pas forcément des produits très élaborés. Enfin, je me permets juste de dire que le chlore, voilà, ça en fait partie. C'est pas non plus... tu me confirmes, chlore bien double usage, je pense. Hein. Je crois que c'est sur la liste. Voilà. Le point qui n'est pas mentionné ici, que je souhaite quand même vous adresser, c'est que bien se protéger du risque permet, bien gérer ces risques permet d'adresser des zones qui étaient vues comme préalablement risquées et donc à éviter. Mais il y a également l'inverse. C'est qu'en fait, aujourd'hui, notamment le devoir de vigilance, les obligations ESG, je pense qu'elles nous amènent à reconsidérer nos chaînes d'approvisionnement pour justement dérisquer. Et je rajoute à ça, ça fait partie quelque part des changements macro en cours où on est quand même sur des risques d'interruption de chaînes d'approvisionnement à l'avenir pour diverses raisons, hein, de ressources, de géopolitique, naturelle, des changements climatiques. On se rend compte que nos chaînes d'approvisionnement, elles commencent à être sous stress. Et ce stress, il ne va pas disparaître. Et donc, c'est aussi une bonne... la question à se poser, c'est est-ce que je peux faire plus simple? Est-ce que je peux faire plus court? Est-ce que je peux faire plus résilient? Donc l'approche ici ne serait pas que mes moyens de gestion du risque m'aident quelque part à aller dans des zones un peu plus risquées, mais au contraire, comment je peux diminuer mon risque en justement révisant ma chaîne d'approvisionnement. Et tout ça, eh bien, c'est à faire en tenant compte justement du risque des nouvelles contreparties avec lesquelles vous allez faire des affaires. Et donc, il faut bien les connaître. On est sur la même problématique, en fait. Bien connaître ces contreparties, bien connaître le risque criminel associé à ces contreparties. Et encore une fois, c'est super.
c'est les mêmes outils, les mêmes types de données dont vous avez besoin pour faire cela. Et ça, je pense que ça doit résonner, peut-être pas chez les personnes dans la salle, mais dans le monde logistique aujourd'hui, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Il y a un rebattement des cartes avec des changements. On entend parler de souveraineté, on entend parler de relocalisation. On a des chaînes qui s'interrompent et de nouvelles chaînes qui se mettent en place. Et bien, toutes ces nouvelles chaînes qui se mettent en place, autant s'assurer qu'elles soient faites avec la prise en compte de tous ces intérêts. Donc c'était le volet opportunité. Et vous voyez, on peut en parler vraiment pendant longtemps. Se protéger du risque, c'est pas juste le risque, c'est vraiment adresser également de nouvelles opportunités. Et pourtant, quand on regarde nos études, et comme je le disais, donc à partir de maintenant, je vais accélérer un petit peu, et puis on reviendra après s'il y a quelques questions. Quand on regarde nos études, eh ben, on constate que dans le secteur, les entreprises ne sont pas suffisamment préparées à ces enjeux de conformité du commerce international. Clairement, le secteur financier est en avance et est équipé. Le secteur du cargo aérien a bougé, le cargo maritime a bougé, mais le secteur logistique dans son ensemble et les entreprises de production associées sont pas toujours, sont rarement, en tout cas, au niveau de toutes ces autres sociétés. Ça peut être pour des raisons de localisation de business, mais nous, on pense que les acteurs du commerce international sont très nombreux et donc qu'il y a des améliorations, qu'il y a de la valeur à capturer pour vos entreprises et des risques à éviter. Donc voilà, quand on fait des études, sur cette étude, c'est un peu trop petit, donc je vais vous la résumer, mais on constate par exemple qu'il y a beaucoup plus de contrôle manuel dans les entreprises que dans les sociétés financières ou dans les banques sur ces sujets de conformité. Donc plus manuel veut dire que c'est plus coûteux, c'est plus risqué, c'est moins bien adressé au final. L'autre point qu'on regarde en termes de gestion de risque, ce sont les points de contrôle. Donc quel est le nombre de catégories de risques examinées par exemple ? Et là, typiquement, sur les entreprises du secteur, on est plus sur 3 points de contrôle, quand pour le secteur bancaire, on est sur 6 points de contrôle, par exemple. Donc on est sur un nombre de critères qui est moitié moins que celui des banques. Si on regarde les contreparties examinées par les entreprises, et ça, ce n'est pas une étude interne, c'est une étude externe, il y a un lien ici, c'est que 75% des entreprises ne maintiennent pas de liste consolidée de toutes leurs parties tierces, clients, fournisseurs, sous-traitants. À partir du moment où vous n'avez pas une liste consolidée, pour nous c'est un signal, ça veut dire que très souvent il va pas y avoir il peut y avoir donc plusieurs listes, il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des enregistrements différents, il peut y avoir des mêmes personnes qui sont enregistrées différemment, il peut y avoir des erreurs. Et très souvent, il n'y a pas forcément de contrôle, ou en tout cas, il n'y a pas les mêmes contrôles entre les entités, entre les filiales, etc. Et 72% des entreprises disent qu'elles ne sont pas capables de produire rapidement un rapport de leur partie tierce. Et ça fait partie des obligations très souvent. C'est d'être capable quand même de le faire. Et puis, si vous n'êtes pas capable de le faire, effectivement, ça veut dire que souvent, il n'y a pas forcément tous les contrôles en place derrière. Donc tout ça, c'est des signaux qui montrent qu'on peut s'améliorer. Donc sur les champs réglementaires, je vais les parcourir rapidement. Le régime des sanctions, j'en parlais tout à l'heure, donc ça s'applique à tous. Les contrôles à l'export, donc ça c'est sur les biens sensibles. On est sur des biens qui peuvent avoir un usage militaire, hein, tout ce qui est armes biologiques, radiatives, c'est le domaine nucléaire, enfin, c'est tous les régimes multilatéraux, donc c'est 4 ou 5 régimes multilatéraux qui définissent l'ensemble de ces biens, évidemment les armes, les missiles, et des réglementations européennes et nationales. Donc là, on en cite quelques-unes. Donc ça, c'est un ensemble de biens sur lesquels, évidemment, il faut des licences pour exporter, et chaque pays a sa politique de licence. Donc s'il y en a certains d'entre vous, c'est des business effectivement très lucratifs qui demandent d'être extrêmement vigilants sur l'aspect réglementaire.
on ne cite pas ici les biens à double usage. Ok. Si, voilà, ils sont cités. Les biens à double usage en font partie. Hein, c'est ces réglementations. Donc là, typiquement, je vous cite la réglementation européenne. Donc c'est biens qui ont un usage à la fois civil et militaire. Les embargos, donc c'est des sanctions, mais au niveau géographique, sur tout un pays, sur toute une région. Donc ça en fait partie. Je rappelle juste que c'est des sanctions soit à l'import, soit à l'export. Des sanctions à l'import, ça veut dire par exemple depuis la France, on n'a pas le droit d'importer certains produits provenant d'un pays. Les sanctions à l'import, ça sert à pénaliser un pays financièrement. En lui achetant pas des produits, on limite ses ressources financières, qui lui permettent donc pas de financer des activités qu'on estime reprochables. Les sanctions à l'export, en général, elles visent des moyens militaires. C'est éviter de fournir des équipements qui aideraient militairement un État hostile. Et le dernier volet qui s'applique aux entreprises, c'est corruption et vigilance. J'ai tout regroupé dans un. Donc en France, c'est des lois comme Sapin 2 de 2017, le devoir de vigilance 2017. Je n'ai pas parlé de reporting, je crois, sur ce volet-là, mais on en a parlé en introduction. Donc, déclaration de performance extra-financière 2017, loi Pacte avec la raison d'être, mission 2019. Voilà, tout ça, c'est vivant. Ceux qui travaillent en Allemagne également, il y a l'équivalent, hein, la LKSG, équivalent du devoir de vigilance. Et ça, c'est en place. Il faut regarder si vos sociétés sont éligibles. Il y a des critères de taille. Hein. Pour en faire partie. Je crois qu'en France, on a fait une étude, on est à 1600 sociétés éligibles, donc sur Sapin 2, par exemple. Et ça demande de couvrir vraiment sa supply chain complète, c'est-à-dire on ne regarde pas, et ça c'est quand même assez nouveau, hein, on ne doit pas regarder juste ses fournisseurs et ses clients, on doit regarder les fournisseurs de ses fournisseurs. On doit remonter très en amont, très en aval, et on doit regarder ses sous-traitants. Alors maintenant, défis et bonnes pratiques. Les données, en fait, il y a 3 volets importants. Hein. On commence par le premier, qui est les données. Bien se mettre au niveau en termes de moyens de gestion de ces risques, c'est d'abord les données, Clairement, il faut avoir les bonnes données. Et c'est données sur ces contreparties, données sur ces biens, données sur les listes de surveillance. Parce que tout ça, c'est des listes de surveillance quand on parle des réglementations. Les sanctions, c'est des entités listées. Les biens à double usage, c'est listé. On parlait de negative news, d'informations négatives, toutes les condamnations, tout ça, c'est dans des listes, c'est des informations. Donc, c'est des millions d'informations. Bon, clairement, automatisation. Sur les données, il faut arrêter le papier. Oui, il y a toujours du papier dans la logistique, je veux dire, avec il y a un certain nombre de documents spécifiques, mais il faut automatiser. Je vais pas lire le détail, donc, mais je pourrais m'interroger là-dessus. L'exactitude et la complétude, très importante sur l'ensemble des données internes. La fraîcheur des données. Donc là, si on parle de liste de surveillance, typiquement, il ne suffit pas d'avoir une liste de sanctions américaines de janvier 2023 pour être conforme tout 2023. Ça vit en permanence et il y a une obligation de résultat, comme je le disais, et de mise en œuvre immédiate, mise en œuvre sans délai dans la loi. Donc c'est le matin, 8h au fac publie. Normalement, à 8h01, ça doit être en place. Bon, montrer que vous faites tout votre possible, mais en quelques heures, ça doit être en place. Dans la journée, ça doit être en place. Ce sont les attentes du régulateur. En tout cas, ça donne l'intention. Il n'est pas rare dans certaines entreprises, enfin, ça existe de moins en moins, mais effectivement que toutes les listes ne soient pas couvertes ou que certaines ne soient pas mises à jour à la bonne fréquence. Par exemple, ils le font une fois par mois, mais ça, c'est pas possible. C'est pas acceptable d'un point de vue conformité. Exploitabilité des données, très important. Avoir les données brutes, non organisées, ça ne permet pas de faire travailler des outils informatiques comme on va le voir dans le deuxième volet. Donc, il faut que ces données soient exploitables. Très important. Et par exemple, les listes sanctions fournies par les régulateurs, parfois, eh bien, elles ne sont pas complètes. Le régulateur met sous sanction une entité. Je parle par exemple du régulateur américain. Mais cette entité, en fait, il faut savoir que ce n'est pas la seule qui est interdite. C'est toutes les entreprises qui appartiennent de façon directe ou indirecte à cette entité.
toutes les entreprises qui appartiennent à plus de 50% à une entité listée ou à plusieurs entités listées sont sanctionnées. Et ça, le régulateur ne va pas vous lister toutes les entreprises du monde qui ont des liens capitalistiques avec cette entreprise. Donc, il faut avoir ces données. C'est ça qu'on appelle l'exploitabilité. Heureusement, il y a des sociétés spécialistes en données qui sont capables de fournir cela. Mais c'est quelque chose d'assez complexe à réaliser. Dans le cas, puisqu'on parle de la logistique, sur la région du Xinjiang, donc grosse région de production de coton en Chine, la répression des Ouïghours, en tout cas le non-respect des droits de l'homme observé, a donné lieu à des sanctions. Typiquement, il y a une sanction contre je crois que c'est le département de la sécurité publique du Xinjiang, quelque chose comme ça. Et ça paraît anodin, c'est juste une entité, sauf qu'en fait derrière, il y a quasiment 200 entreprises qui sont associées à ce département. Et donc, il faut les connaître pour ne pas travailler avec eux. Contrôle des tiers. Donc c'est l'aspect justement algorithmique. Une fois qu'on a les données, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut avoir vraiment des outils de détection adaptés. Et là, dans la détection, typiquement, on parlait de manuel, on disait les outils sont souvent manuels. Dans les outils manuels, souvent, il y a on essaie de détecter si un de nos clients est dans une liste, si un des produits est dans une liste. Mais on fait ce qu'on appelle du exact matching. On regarde si c'est exactement le même mot. Mais ça ne fonctionne pas dans la gestion des risques telle qu'on la parle ici. Il faut faire du fuzzy matching. Donc, je me perds aujourd'hui sur mon français. De l'exactitude aléatoire, approximative, c'est de la logique floue. Donc par exemple, un prénom comme Sulaiman, vous pouvez l'écrire de différentes façons, il faut être capable immédiatement de détecter que c'est le même prénom. Et ça c'est vraiment important parce que ça va permettre de détecter des erreurs de frappe. Il peut y avoir des erreurs quand on tape un nom. Ça permet de corriger. Et il y a plein de spécificités comme ça qu'il faut avoir dans son logiciel pour faire de la bonne détection. La translittération, un basique, des alphabets non latins, il faut être capable de les détecter immédiatement. Une liste américaine, elle n'est pas écrite dans des alphabets non latins, elle est écrite. Donc il faut tout de suite être capable, dans ces alphabets, de reconnaître entre l'alphabet latin et non latin, si on parle de la même chose. Il faut être capable de s'adapter aux abréviations, aux données tronquées, aux textes non pertinents. Parfois, dans des documents de transport, on se retrouve avec un long texte. En fait, dedans, il faut extraire immédiatement les adresses, les pays, les noms des contreparties, des données personnelles qui s'y trouvent. Donc ça demande clairement un outil spécial de détection. Deuxième élément important dans vos outils, c'est la configuration, les règles et les exclusions. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est du même ordre que le traitement intelligent, c'est tous les workflows qui permettent une fluidité, une immédiateté dans la prise de décision et surtout de ne pas être submergé par des alertes. Parce que quand vous avez des millions de données à observer, des données réglementaires, et que vous avez votre base de données de contrepartie et de biens, en fonction de la taille même de votre entreprise, ça peut aussi être des millions d'informations, on peut se retrouver submergé d'alertes. Et donc ça, il faut avoir des outils qui éliminent automatiquement tout ce qui n'est pas des vraies alertes, qui établit un classement de ces alertes pour vous faire remonter celles qui sont les plus risquées pour votre entreprise, de les envoyer au bon département, si vous avez des départements spécialisés sur certains sujets. Et donc, voilà, tout ça, c'est clairement de l'outil logiciel qui permet de le faire. Quelques particularités du secteur logistique qui doivent être adressées également par les solutions que vous mettez en œuvre. C'est l'exhaustivité des variables. En fait, vous avez beaucoup plus de variables que dans d'autres business, dans la logistique. Les variables de commerce, tout simplement, qui sont très très nombreuses. Et comme on parlait de chaînes d'approvisionnement, vous savez vous-même que les chaînes d'approvisionnement sont très complexes et que voilà, les réglementations maintenant balayent du début à la fin. Donc on n'est plus juste sur ces fournisseurs et clients directs. Une autre spécificité, c'est les biens à double usage, on en parlait. Ça, c'est un business vraiment lucratif donc, et au spectre assez large. Voilà, on rappelle ici quelques éléments qui sont couverts. On a vraiment des matières premières, des produits chimiques,
des technologies, des composants de machines. Ici, j'en ai vu, il y a énormément de machines donc, de roulement à billes, typiquement. Ça, c'est utilisé aussi dans des armements. Ça fait partie de ces biens double usage. Et donc, pour cela, eh bien, l'usage final doit être connu. Il y a un certain nombre d'obligations. L'usage final doit être connu. Il faut que vous soyez en capacité de gérer des informations qui vous sont fournies de façon parfois incomplète, imprécise, incohérente dans les documents par rapport aux descriptions dans la réglementation. Voilà. Il y a, pour un même élément, il y a tellement de façons de le nommer d'un pays à l'autre, une formule chimique, un nom, que ce soit un code, que ce soit une abréviation. Et ben tout ça, il faut savoir qu'on parle de la même chose, qui correspond à telle réglementation, qui vous impose telle contrainte, etc. Donc c'est vraiment des outils qui permettent de faire ça. Et nous, ce qu'on constate avec tous nos clients, c'est que ce n'est pas suffisant d'avoir des outils. C'est un domaine tellement spécialisé qu'il y a quand même une expertise nécessaire. Il est cité le cas du nitrate d'ammonium sur ce slide. Je pense que ouais, l'idée, c'est peut-être tout simplement de se questionner sur un produit aussi basique que ça, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait des spécialistes du nitrate d'ammonium dans la salle. Le nitrate d'ammonium, c'est ce qui est utilisé, c'est de l'engrais en fait, ce qui est utilisé par les agriculteurs, mais c'est aussi ce qui permet tout simplement de faire des bombes. Donc là, c'est un produit vraiment très, très utilisé, très basique, j'ai envie de dire, mais à impact majeur, donc vraiment soumis à des réglementations strictes. Le suivi du fret maritime, c'est aussi un domaine. Je crois qu'il n'y a pas d'acteur du fret maritime, en tout cas dans la salle, mais il y en a peut-être en ligne, sur lequel on a des spécificités. Bon, déjà parce que 90% du trafic de marchandises mondiales passe par le maritime. Donc on peut imaginer qu'ils sont concernés par tout ce qu'on vient de voir. Risque très élevé. Et il y a des points de contrôle spécifiques. Voilà, on parlait des points de contrôle spécifiques à la logistique. Eux, ils en ont clairement, hein, avec les numéros IMO, les noms de navires, d'exploitants, ports, brokers, les transitaires, comme on dit en français, assureurs, etc. Les parcours, on a des parcours qui sont très variables, internationaux, et c'est important même de regarder l'historique. Quand on travaille avec un navire, tout l'historique, où est passé ce navire dans les années précédentes, quel est l'historique qu'on a de connaissances sur ce navire. Ça, c'est une bonne gestion des risques, c'est ça. C'est bien connaître toute la flotte qui est utilisée dans le transport de ces marchandises. Et il y a plein de points spécifiques, on en cite quelques-uns, donc, qui sont notamment là avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur le transport de pétrole, on constate maintenant énormément de transferts de bateau à bateau, ce qu'on appelle le ship-to-ship transfert. Donc c'est des bateaux qui n'ont pas le droit d'exporter vers certaines zones. Et donc ils se mettent dans une zone un peu à l'abri, et ils transfèrent la marchandise, transfèrent le pétrole vers un autre bateau qui, lui, est rattaché à un pays qui n'a pas sanctionné la Russie, et donc qui se charge de transporter le pétrole vers, aujourd'hui, je crois que c'est transporté vers la Chine, vers l'Inde, je crois qu'il y a le Pakistan et le Sri Lanka qui sont les clients de ce pétrole. Avec des bateaux, donc si je ne me trompe pas, je crois que c'est des bateaux vietnamiens surtout. Donc le ship to ship, et ça pareil, typiquement ça demande des outils pour les détecter. Donc être capable de détecter quand un bateau est en train de faire du ship to ship. C'est important dans les sanctions internationales, donc tout ce qui est interdiction géographique, de détecter tous les parcours de ces navires, savoir où ils sont, est-ce qu'ils se rapprochent d'une zone interdite, est-ce qu'ils y sont déjà passés dans le passé, et tout ça, donc c'est de la donnée, c'est des outils de détection. Et on est capable de le faire aujourd'hui en temps réel. L'entrée dans les ports également en temps réel. Un autre élément, je m'arrêterai sur celui-ci, le transpondeur sur des navires, donc c'est le détecteur AIS qui permet d'envoyer donc des informations de localisation et d'autres informations d'identification. Ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre en temps réel dans ce domaine. Tous les acteurs, que ce soit bancaires ou autres, qui travaillent dans ce domaine en gestion de risque, il faut suivre ces données en temps réel. Et quand on a un transpondeur qui s'éteint, en général, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, et ça arrive. Et si vous regardez dans la presse, il y a eu quelques affaires entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, des bateaux qui d'un seul coup éteignent.
Très rapidement, donc nous on exerce effectivement dans ce domaine, avec à la fois des logiciels, des données et surtout de l'expertise, des gens qui viennent des secteurs et de l'expérience dans l'implémentation de solutions. Et donc nos produits permettent de veiller au respect de ces exigences réglementaires dans le monde entier. On aide donc les entreprises, les institutions financières, les banques. Je ne rentre pas dans le détail des solutions, mais on couvre vraiment très large sur la conformité, la lutte contre le financement criminel et tous les crimes sous-jacents, aussi bien ces sujets logistiques que des sujets qui nous concernent nous tous au quotidien. Je pense à la fraude. Ça n'arrête pas. J'ai encore eu une affaire dans ma famille il y a 2 semaines. Nous, on fournit des outils qui permettent aux entreprises de se protéger de la fraude et de protéger leurs clients. Et nous, en tant qu'usagers, on est sujet à la fraude en permanence avec nos banques, etc. On fournit les outils justement aux banques qui leur permettent de nous protéger et surtout de nous offrir un service fluide, qu'on n'ait pas 40 000 contrôles à chaque fois qu'on accède à ces services. Donc on adresse vraiment tous les secteurs d'activité dans le monde entier. On est aujourd'hui leader sur les solutions de lutte contre le financement criminel. Très présent en France depuis une vingtaine d'années, juste sur le côté français. On a en France une société qui s'appelait Fircosoft, qui porte toujours ce nom, qui fait maintenant partie du groupe LexisNexis Risk Solutions. Donc on a un centre de développement logiciel et d'exploitation de données en France. Et au total, on a des ressources de 200 personnes en France sur les 3500 qu'on a dans le monde. Voilà, bon, ça c'est la croissance de la société, je pense que ça importe peu. Évidemment, en tant que leader, donc on a de nombreuses reconnaissances des analystes et on passe beaucoup de temps avec nos clients, avec les prospects, avec les analystes pour toujours se benchmarker et essayer d'être meilleur dans ce qu'on fait et d'anticiper les nouveaux besoins. Voilà, donc n'hésitez pas aujourd'hui, tout de suite ou un peu plus tard à nous contacter. Et on se fera un plaisir de discuter de ces sujets qui nous passionnent avec vous. Merci beaucoup.